professeur, au vu des dernières évolutions épidémiques et au vu des 130 cas diagnostiqués en France ces dernières semaines, comment voyez-vous la situation actuellement? Encore une fois, moi je ne prédis pas l'avenir, je mets en perspective ce que nous savons, et donc moi je regarde tous les jours South China Morning Post, qui a une quantification de tous les cas dans tous les pays du monde. Donc globalement, quand on regarde hors de l'Extrême-Orient, c'est-à-dire la Chine et les pays qui sont juste à côté, il y a eu 3400 cas ou quelque chose comme ça et 34 morts. Donc 34 morts si vous incluez l'Europe, l'Amérique, l'Océanie, le Moyen-Orient, l'Afrique. Si vous voulez, depuis décembre, c'est quand même pas une catastrophe mondiale. Donc il faut raison garder. Après l'avenir, on verra ce qu'il nous réserve. C'est imprévisible aussi. Mais je crois qu'il faut rester raisonnable. J'ai vu ça depuis très longtemps, depuis 30 ans. J'ai vu ça avec les crises sanitaires. On a vu ça dans les guerres aussi, hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand les Allemands sont arrivés dans les Ardennes, il y a 2 tiers des Parisiens se sont enfuis de Paris et il y a 100 000 qui sont morts, plus que de soldats qui sont morts de panique. Il faut faire attention, les gens sont très fragiles, il y a une émotion autour de ça qui est disproportionnée dans l'état actuel, d'autant que la mortalité, si on la regarde, est peut-être un peu plus de 1% dans ce que nous collectons, qui est probablement très au-dessus de la mortalité réelle, parce qu'il y a beaucoup de cas très peu symptomatiques qui ne sont pas diagnostiqués. Donc je pense qu'il y a encore une disproportion là dans la manière dont les gens vivent cet épisode qui est dangereux plus par la peur que ce qu'il cause que par le nombre de morts qu'il cause. Qu'est-ce qui se passe actuellement avec la chloroquine? Qu'avez-vous prévu de faire à l'IHU concernant ce traitement? Oui, la chloroquine, c'est vraiment très intéressant parce que ça pose plus généralement une question du XXIe siècle que les Chinois abordent d'une manière intelligente, qui est le repositionnement des molécules anciennes. C'est-à-dire comment on utilise des molécules anciennes, soit pour les ressusciter, soit pour les utiliser à autre chose que sur quoi elles ont prévu. Parce que ça évite tout le coût, d'abord, c'est très bon marché. Deuxièmement, ça évite tout le coût des études de sécurité, puisque c'est des médicaments qui ont déjà été prescrits pendant très longtemps. La chloroquine, c'est 70 ans. Et donc, mais en même temps, on ne sait pas qui c'est qui paye pour faire les études. Ça doit être les États, puisque personne ne va gagner d'argent avec ça. Les gens qui ont l'habitude d'avoir des circuits qui sont les mêmes circuits, qui organisent les congrès, ceux-là ne gagnent plus d'argent. Donc il y a toute une population là qui n'a pas l'habitude de gérer des médicaments qui sont des purs génériques ou qui sont des médicaments qui sont des médicaments anciens. Par exemple, vous voyez, on avait notifié, on avait retrouvé, parce que des gens l'avaient publié, que le premier médicament qui a été utilisé régulièrement dans le traitement du sida, l'AZT, ça marche très très bien sur les colibacilles qui sont résistants aux antibiotiques. Vous voyez, mais qui c'est qui va payer pour faire des études sur le colibacille? Vous voyez, c'est une vraie question. Donc ça suscite des vraies questions, mais là, vous voyez sur ce tableau, là, c'est pas nous, hein, c'est les Norvégiens qui font ça, eh bien les médicaments pour lesquels il y a officiellement des dépôts dans le monde qui ont été déposés, il y a un site dans lequel on doit déposer, les scientifiques doivent déposer les travaux en cours. Vous voyez qu'il y en a un sur l'hydroxychloroquine, qui est le dérivé le plus soluble et plus fonctionnel, et puis il y a 2 antiviraux actuellement qui sont en cours d'évaluation, ce qu'on appelle en phase 3, pour le coronavirus chinois. Et comme pour le coronavirus chinois, il y a une dépêche de l'AFP en anglais, avec le correspondant en Chine, qui dit que le représentant chinois, qui est quelqu'un de très célèbre, c'est M. Zhong, Z-H-O-N-G. Il faut regarder sur Wikipédia pour savoir s'il vaut mieux croire M. Zhong quand il parle de chloroquine ou s'il vaut mieux croire M. Hirsch. Parce que quand même, M. Hirsch, je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup testé de molécules dans sa vie. Donc il faut regarder Wikipédia de M. Zhong, celui de M. Hirsch, c'est le mien. Hein. Et puis après, chacun se fait son opinion avec ce qu'il a. Hein. Mais globalement, dire que l'hydroxychloroquine n'a pas été prescrit, les êtres vivants, je ne sais pas ce que c'est, mais les êtres humains, je sais ce que c'est, parce que quand même, il y a beaucoup de gens qui l'ont testé, dont moi, des milliers d'exemplaires. Et pour le coronavirus, oui, si, les Chinois, qui sont quand même, comme vous voyez, les Chinois, c'est eux qui voient les coronavirus, parce que sur les 89 000 qu'il y a eu, il y en a 80 000 en Chine. Donc si ce n'est pas eux qui font les essais, on ne sait pas trop qui va le faire. Quelles sont les mesures à prendre en France, notamment concernant le diagnostic des patients? Moi, je pense que ce que l'histoire a montré, mais il faut évoluer au fur et à mesure des prélèvements, au fur et à mesure que l'information arrive, c'est que la restriction d'accès au diagnostic a été trop serrée. C'est mon avis, ce que je pensais au départ, c'est la raison pour laquelle nous, on a tout de suite
testé énormément de gens. Pour l'instant, personne n'est passé entre nos mains et peut-être que ça arrivera. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui sera hospitalisé depuis 6 jours à la Timone alors qu'il avait une infection avec ce virus. Et j'aurais honte si c'était le cas. Vous voyez, sans qu'on ait fait le diagnostic, j'aurais honte. Parce qu'on a testé, nous, on a fait 7000 tests, d'accord, pour être sûr de rien laisser passer, et pour rassurer la population en disant qu'il n'y a pas de risque que quelqu'un soit à côté. Et donc on voit, là, il y a des gens qui avaient des pneumonies sévères, qui sont restés 6 jours sans être testés. Et donc ça veut dire que pratiquement à chaque fois, les gens qui auraient été testés, s'ils étaient passés dans le main, n'ont pas été testés parce que la définition était trop courte, tous les laboratoires n'étaient pas prêts à faire des masses de techniques diagnostiques, ce qui doit amener à avoir une réflexion sur les crises et sur la rapidité de réponse et la capacité à faire des milliers de tests quand c'est nécessaire, y compris si ça n'est que pour assurer la population. En termes de recherche, où en est-on sur le coronavirus à Liège? Nous, on a eu des prélèvements positifs pour la première fois, donc on a regardé ce qu'on pouvait faire très vite. Donc le cas est arrivé dans la nuit, dans la matinée. 1 heure après que je suis arrivé, j'avais les premières photos en microscopie électronique. C'est un très beau virus, vous regarderez les photos. Hein. Et puis, deuxièmement, on a lancé tout de suite la séquence pour avoir son génome. Le premier génome a été publié par les Chinois. On était contents parce que dans la matinée, en utilisant un système qui s'appelle Nanopore, on avait les 2 tiers du génome du virus. Donc on peut aller extraordinairement vite avec les outils actuels si on met en même temps les prélèvements, les malades et les techniques qui actuellement permettent de faire du diagnostic à cette vitesse. Et maintenant que le virus est en culture, qu'allez-vous en faire? Alors on a plusieurs virus en culture, et ce qu'on va tester, bien entendu, c'est l'hydroxychloroquine aux doses dont on sait qu'elles sont non toxiques et habituelles, parce qu'on a encore une fois une très très grosse expérience, et on va tester en parallèle une autre molécule qui est connue comme étant efficace, qui est un antibiotique, antibactérien, qui est aussi sur ce tableau, qui s'appelle le Targocil, la técoplanine, et puis on va en tester un autre sur lequel, manifestement, il y a beaucoup de virus de ce groupe qui sont sensibles. Puis il y a un travail coréen qui montre que ça a cassé manifestement l'excrétion du virus, qui est l'azithromycine, qui est un médicament banal qui en plus prévient des surinfections. Donc on veut les analyser en association pour voir quelle est l'association optimale qui permet de prendre en charge ces patients, au moins sur les virus que nous isolerons. Merci.